Bonjour à vous, une vidéo consacrée au film documentaire Hold Up, sorti il y a moins d'une semaine officiellement, mais qui avait déjà pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Un film qui fait beaucoup de bruit, qui est très clivant, beaucoup de passion autour, beaucoup d'empressement à en parler. Je voulais prendre le temps de quelques minutes pour se mettre un petit peu en retrait, puis d'essayer de voir qu'est-ce que le film racontait autour même de son propos et au-delà même des intervenants qui figurent. Je voulais déjà commencer par deux citations qui vont donner la ligne directrice de cette vidéo, donc je vous remercie de les laisser résonner en vous, et puis de voir que sur les quelques minutes qu'on va partager ensemble, qu'elles définissent ce fil conducteur, justement, et puis de ramener à chaque fois à la raison et à cette dynamique-là pour qu'on puisse entendre le propos que j'essaie de partager. Alors la première, c'est celle d'un auteur que j'aime beaucoup, un auteur marseillais décédé, Jean-Claude Izzo, qui avait écrit dans un de ses romans Total Kéops, en ouverture, « Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires ». Et ça m'avait beaucoup marqué lorsque j'étais adolescent et que je l'avais lu, quand on essaye de construire sa pensée, de dire « ouais, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires », ça impacte. Donc voilà, ça c'est une citation qui m'a beaucoup construit. Et puis une autre d'Edgar Morin, qui est contemporain et que j'aime beaucoup, auteur autour de la pensée complexe. Ce que nous ont montré les philosophes des sciences, c'est précisément que les controverses font partie inhérente de la recherche. Celle-ci en a même besoin pour progresser. Donc voilà, avec ces deux citations-là, vous vous débrouillez pour, interpréter ce que je vais essayer de transmettre. Ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une vidéo que j'avais publiée il y a 6 mois, dans le même contexte, qui s'appelait « Expression est soi en danger ». Alors, on peut mettre des fiches sur YouTube, je vais essayer d'en mettre une, donc ça sera peut-être là ou là, je vais vous la mettre pour que vous l'écoutez. Et je l'avais sous-titré « Liberté, vérité, santé », en partant du principe que pour accéder à la santé, il faut avoir la liberté de chercher, de communiquer, de transmettre, la liberté d'avoir accès à l'information pour accéder à soit une vérité transcendante, soit à sa propre vérité pour définir sa santé. Et donc là, évidemment, c'est un peu le tome 2, illustré de manière concrète grâce au film Hold Up. Alors, je suis extrêmement sensible à cette notion de liberté d'expression depuis toujours, à tel point que mon premier mémoire, entre guillemets, mon premier exposé que j'avais fait dans mes études post-bac avait été consacré à la censure, l'histoire de la censure à travers l'histoire, les siècles. Et c'est quelque chose qui résonne en moi depuis longtemps, parce que je cherche beaucoup d'informations. Je me dis, grâce à la liberté d'expression des différentes époques, j'arrive à accéder à des informations, j'augmente ma compréhension, j'augmente ma capacité de réfléchir, de synthèse, et puis je peux ériger une vie en fonction de ça, qui est propre, qui n'est pas celle des autres, et puis je définis, entre guillemets, ma vérité, avec un petit V, là où on essaye souvent de clamer une vérité avec un grand V, qui est pour moi illusoire. Mais peu importe, c'est pour ça que je disais, il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires. C'est aussi pour cette liberté d'expression que j'ai choisi de faire une chaîne YouTube il y a plusieurs années. C'est aussi ce qui a fait que j'ai souhaité faire des documentaires. Et puis c'est aussi ça qui a fait que j'ai monté une maison d'édition pluridisciplinaire dans laquelle j'accueille beaucoup d'auteurs différents, avec des modes de pensée différents, d'origines différentes, pour donner le plus de confrontation possible et stimuler la réflexion des lecteurs. Alors le but ici, ça va être du coup de prendre du recul et de la distance pour être plus dans l'observation. De mon point de vue, je m'attache plus au système singulier ou pluriel qu'à l'émotion lorsque je réfléchis. Et malheureusement, en ce moment, et le film montre bien ça, on est plus souvent dans l'émotion et volontairement ou involontairement en tout cas, et cette émotion elle va figer notre pensée, c'est-à-dire qu'on nous bloque, et ça on le voit même en neurosciences, sur les récepteurs. Dès l'instant qu'il y a une émotion forte, de la peur, de la colère, de la tristesse ou de la joie, la pensée a du mal à se développer et à se complexifier, pour revenir à Edgar Morin. Donc là on fait un petit peu pause, puis on essaye de prendre du recul et puis d'avoir une vision la plus périphérique possible.
Quand je parlais d'émotion, j'ai vu il y a 10 jours de cela le ministre de la Santé, Olivier Véran, faire une intervention à l'Assemblée nationale où il y avait des débats houleux, où l'Assemblée avait voté contre le reconfinement, la poursuite de l'état d'urgence sanitaire. Et puis, son argument, c'était « Oui, mais là, je viens de voir un malade qui a eu ça. » Donc là, on est dans l'émotion, et puis personne ne pouvait rien répondre, parce que ça fige. Évidemment que tout le monde est attristé lorsqu'on parle de maladie. Mais là, on parle d'un projet qui inclut 60 millions de personnes pendant des mois. Et lui, il est arrivé, tac, en figeant la réflexion du Parlement, qui avait voté par 3 fois une loi qui avait été représentée. Et là, il n'y avait plus de débat possible, parce qu'on était allé dans l'émotion. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille au-delà de l'émotion, sachant que ce procédé-là d'utilisation de, quelque part, entre guillemets, manipulation, mais volontairement ou involontairement, de l'émotion, existe partout, et aussi dans ce documentaire, évidemment, puisque c'est un ressort très utilisé. Et le réalisateur, qui est un réalisateur expérimenté, sait le faire. Mais c'est même pas une accusation, c'est simplement un constat froid que ça se fait. Il y en a qui font ça à des fins de marketing, d'autres qui font ça à des fins de transmettre de l'idéologie. Et on va être tous plus ou moins là-dedans, qu'on soit chef d'entreprise, chef de famille, conjoint, copain, ami, bref, on peut utiliser volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, l'émotion pour orienter la réception d'une personne. Donc on va essayer d'être le plus détaché possible. Ce qui est intéressant, je le répète, c'est d'observer les remous que produit ce documentaire, qui va en dire peut-être même davantage que le documentaire en lui-même. Alors, pour que vous vous fassiez une idée, parce que moi je vais partager quelque chose, je vous mets dans la description un lien pour le visionner, ce documentaire Hold Up, et pour le télécharger, puisque la production a décidé de le mettre en disposition gratuitement. Alors on va tâcher de rester le plus objectif possible, loin de la passion et de l'emballement, parce qu'il y a un gros emballement médiatique, gros emballement sur les réseaux sociaux, et on va dire qu'on est largement influencé par nos humeurs oscillantes du moment, parce qu'on est tous un peu bouleversés. Je pense que là, j'ai défini quand même le cadre suffisamment clairement pour qu'on puisse rentrer dedans. Alors, justement, dans ce cadre-là, il y a 3 semaines, il y avait beaucoup de manifestations partout en France. Les écoliers ont été convoqués à réfléchir là-dessus, sur la notion de liberté d'expression. On a brandi... on va dire le gouvernement et les médias ont brandi la notion de liberté d'expression partout, qu'on ne pouvait pas décapiter un professeur d'histoire au nom de quoi que ce soit, et que la France était le pays de la liberté d'expression, qu'elle devait exister partout, à tel point que certains politiques se sont dit on va même imposer de transmettre les caricatures du prophète Mahomet dans les écoles, ce qu'avaient proposé certains ministres, ex-ministres de l'Intérieur comme Manuel Valls, c'est-à-dire on va montrer que la liberté d'expression est possible partout. Alors c'est dans ce contexte-là que sort le documentaire, parce que 3 semaines, même si on est sur une actualité qui se renivelle par demi-journée en ce moment très intense, mais bon, on a quand même défendu. Beaucoup de personnes sont descendues dans la rue, ont manifesté, ont mis des « je suis » Samuel Paty, je crois que c'est son nom, donc je suis liberté d'expression, on a ramené les phénomènes d'il y a 5 ans autour de Charlie Hebdo pour démontrer que nous soutenions la liberté d'expression. Alors c'est à mettre en perspective du lynchage et de l'hyper-réaction de la part de la classe politique et des médias qui mettaient en avant cette liberté d'expression. Donc moi, dès l'instant, mon cadre de liberté d'expression, dès qu'on n'appelle pas à la haine, à la violence, à l'injure, et qu'on ne manipule pas dangereusement quelqu'un qui est plus faible psychologiquement et intellectuellement, moi, on va dire que tout me va, parce que je fais confiance au bon sens, quelque part. Alors, en une journée, après sa sortie, donc jeudi dernier, je ne sais plus quel jour, le 12, Hold Up, ce film-là, qui est sorti, a subi toutes les foudres des médias et des politiques, avec tous les grands titres de la presse s'y sont mis, BFM TV, Libération, LCI, l'Obs, L'Express, France Info, Le Parisien, Quotidien, CNews, etc. Donc il y a eu vraiment un déferlement de commentaires, plus ou moins négatifs, mais généralement très négatifs. Le film a été rapidement, en quelques dizaines d'heures, censuré, calomnié, raillé, moqué, accusé, beaucoup, et du pire, et pour avoir quoi ? Eh bien, pas insulter, ni calomnier, ni appeler à la haine, mais apporter une perspective différente sur l'actualité sanitaire et politique. Ça semble être un droit légitime. Et donc on a assister à quelque chose de clivant tout de suite,
pour ou contre, soit une déferlante de soutien, soit une déferlante d'attaque. Donc ça a été très engageant comme film. Là, on va dire, c'était difficile de rester neutre, dur de rester passif, d'autant plus que le sujet est riche en thèmes abordés, c'est-à-dire que sur 2h45, ça va être de la société, de la politique, du sanitaire, de la finance, donc ça vient brasser beaucoup de questions qui demanderaient presque pour chaque sujet des documentaires qui durent aussi longtemps. Donc c'est parti dans tous les sens, et c'est logique, c'est un peu comme une mini-bombe. Des personnes médiatiques qui se sont fait le relais du documentaire se sont fait lyncher, comme Sophie Marceau. Libé, le journal Libération en a même fait la une le lendemain de sa sortie, c'est-à-dire, on parle d'un documentaire indépendant, et il a été très rapidement censuré sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, supprimé de Vimeo, supprimé de Dailymotion, et le compte Tipeee qui servait à héberger la cagnotte a même été supprimé. Donc ça a été en 20-30 heures une censure extrêmement forte qui est tombée de la part de toutes les plateformes. Et au point qu'on a même reproché aux journalistes d'en parler, c'est-à-dire de simple fait d'évoquer, c'était presque cautionné. Alors si justement ça fait autant de bruit, et s'il y a 2,5 millions 100 000 personnes qui l'ont regardé, ben oui, c'est un phénomène de société, donc ça semble être logique que les journalistes, qui se font l'écho de la société, l'abordent. C'est évidemment très véhément, et puis il y a eu des réactions très fortes, très épidermiques, notamment sur LCI, je mettrai le lien en description. Une personne a décrit le documentaire comme un documentaire antisémite, donc c'est parti vraiment dans tous les sens, et très loin en quelques dizaines d'heures, avec donc des millions de vues et des centaines de réactions. Alors, est-ce que ça vaut la peine d'être regardé ? Si ça suscite autant d'intérêt, je dirais, faites-vous une idée et regardez-le même avant de regarder cette vidéo pour vous faire votre propre opinion. Comme je vous dis, c'est la chose la plus logique. Alors, qui est-ce qu'il y a dedans ? Est-ce que ça vaut le coup de regarder ? Est-ce que c'est des gens lambda ? Si c'est des gens comme moi, ça n'a pas grand-chose, mais il y a quand même 2 prix Nobel de médecine, un professeur qui est responsable de maladies infectieuses et qui a été au comité scientifique au gouvernement pendant 15 ans, et une pédiatre députée qui appartient à la majorité présidentielle. Donc, c'est rien que les quelques noms qui me viennent à l'esprit. Donc, il y a une douzaine d'intervenants, un peu plus, mais quand même, 2 prix Nobel, quelqu'un qui a été 15 ans au conseil scientifique de différents présidents, et puis quelqu'un qui est député de la majorité présidentielle. Ça donne déjà un intérêt, donc pourquoi pas le regarder. Et il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de mettre en avant, tiens, c'est telle personne. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. C'est une excellente idée de savoir qui il y a derrière, qui peut financer, est-ce qu'il y a des mécènes, qui sont ces mécènes, d'où parlent les intervenants du film, est-ce qu'ils appartiennent à des partis politiques, à des associations, est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts. C'est vrai que tout ça, c'est très pertinent de le faire, et il faut décortiquer. Et de la même façon que ces personnes qui décortiquent, ou si vous prenez le temps, vous, de décortiquer, il faut l'appliquer également aux personnes qui sont très présentes dans les médias et qui influencent, ou personnalités politiques, qui tiennent le crachoir depuis 9 mois, de voir, quels sont les conflits d'intérêts, qui a financé la campagne, est-ce qu'elles ont des liens historiques avec des entreprises privées, est-ce qu'elles ont lien d'affiliation avec certaines associations. C'est vrai que tout ça, c'est très intéressant, et donc la démarche qui a été initiée par certaines personnes autour du film, ça serait bien de l'étendre, on va dire, à des personnes qui parlent plus que 2h45 depuis 9 mois. Donc je vous invite même à écrire en commentaire si vous trouvez des éléments, que ce soit sur les intervenants du film et que ce soit, on va dire, sur le gouvernement ou les personnes qui sont très présentes dans les médias, par exemple, on peut dire au conseil scientifique. Conseil scientifique, je crois que c'est Natacha Polony, donc une journaliste, qui a révélé que le conseil scientifique actuel a touché cette année 450 000 € de la part des laboratoires pharmaceutiques. Donc, c'est-à-dire l'entité qui conseille officiellement le gouvernement a reçu au total, donc les 15 membres du comité scientifique, 450 000 € comment on peut appeler ça ? De cadeaux de la part de l'industrie pharmaceutique. Le docteur, entre guillemets, Blachier, qui dit ne pas avoir de conflit d'intérêt, reçoit des subventions de certains laboratoires pharmaceutiques également. On peut regarder ça.
Et donc c'est intéressant justement, si on fait ce travail de dévoilement de qui parle, eh bien d'aller jusqu'au bout et de le faire pour tous les intervenants. Moi je trouve que c'est très bien, c'est très sain, et au moins on voit qu'il y a derrière, de regarder qui est Karine Lacombe, par exemple, qui est la conseillère numéro 1 du gouvernement en matière de santé, de quelle société privée elle vient, d'où viennent ses ressources financières. Voilà, c'est toujours extrêmement intéressant. De la même façon de voir Agnès Buzyn, où travaille-t-elle maintenant, l'ex-ministre de la Santé, au début, au cœur de cette crise. Voilà, ça aide à avoir une lecture, et sans doute que ça donnera une bonne clé de lecture de voir d'où viennent les intervenants et quels sont, du film, et de voir quels sont leurs conflits d'intérêts éventuels, s'il y en a, et puis de discerner, et puis quel est leur intérêt à eux de s'exposer ainsi. Ah oui, j'ai oublié que dans le documentaire, il y a aussi un ex-ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy. Voilà, donc c'est pour ça qu'on disait qu'il y a un intérêt. Ça fait plusieurs choses à regarder. Et puis sur les sujets de fond abordés, est-ce qu'il y a un intérêt ? Est-ce qu'il y a du fond ? Eh bien, si on en prend quelques-uns, eh bien, dans le journal Libération qui disait que c'était du complotisme, ce même journal, en 2017, je mettrai le lien, eh bien, montrait qu'il y avait des trafics de virus à l'Institut Pasteur, et que l'Institut Pasteur était visé par une enquête. Donc ça recoupe aussi ce que sortait ce journal-là il y a 3 ans, donc c'est intéressant. De la même que France Info TV, je mettrai le lien, tout ce que je dirais, je mettrai les liens, eh bien, rapportait France Info qu'il y avait une crédibilité dans le fait que le virus ait pu être échappé d'un laboratoire. De la même façon que le journal du CNRS, ce mois-ci, a dit que la question de l'origine du SRAS-CoV-2 se pose sérieusement, c'est-à-dire qu'il y a un doute sur l'origine naturelle ou non. Voilà, donc c'est des questions qui sont débattues dans la communauté scientifique, et que même les médias se font au relais. Voilà, de la même façon que il y a le fait qu'aujourd'hui on associe les chercheurs à la pensée critique avec une forme de terrorisme. Donc il y a plusieurs, je mettrai un article, voilà, de dire aujourd'hui le fait de chercher de manière scientifique, on va dire hors des sentiers battus, représente quelque chose de dangereux. De la même façon que j'ai vu hier, il y a un papier qui est sorti où Christine Lagarde, la présidente du FMI, a annoncé que la Banque Centrale Européenne travaillait sur une crypto-monnaie dont le projet va être présenté en janvier et qui va mettre 3-4 ans à aboutir. Donc ce sont des sujets qui sont abordés dans le film et qui sont dans l'actualité, donc c'est bien qu'un documentaire le fasse. Alors après, ce sont des sujets qui vont toucher à notre quotidien, et peut-être que les liens ont les thèmes ont des liens entre eux ou non, mais en tout cas ils sont abordés, et donc ils ont une existence réelle et attestée, puisqu'elles sont relayées par les médias. Alors peut-être pas tout le temps les médias mainstream, peut-être pas, ils sont tout le temps mis en avant. En tout cas, le film les présente. Est-ce qu'ils ont un lien les uns avec les autres ? Ça, je dirais que c'est en fonction de l'idéologie des intervenants, du réalisateur, le montage tel qu'il est fait, et puis une réalité historique ou non. Ça, c'est à chacun, on va dire, en fonction des informations qu'il a, de faire les liens. C'est vraiment notre discernement et notre réflexion et notre esprit critique qui fait le travail. Or, là, on sollicite très peu l'esprit critique du spectateur. On lui impose une idée. Si, c'est la vérité, c'est ça, d'accord. Ou alors, c'est un mensonge complotiste, d'accord. Et puis, où existe notre esprit critique ? S'il y a suffisamment d'informations, eh bien, on peut faire confiance au spectateur et au lecteur pour faire son travail. Mais ça, c'est uniquement rendu possible par la capacité à exprimer une opinion. Et ça s'appelle la liberté d'expression. Or là, de dire il faut absolument pas en parler, ça coupe cette liberté d'expression. La personne est assez intelligente pour savoir si c'est fondé ou non, si c'est valable ou non, si c'est honnête ou malhonnête, et puis si les recoupements sont farfelus ou cohérents et demandent des approfondissements. Alors, forcément, quand on dit qu'il y a un montage qui est partisan et orienté, mais je dirais que quoi qu'on regarde, c'est partisan et orienté. C'est malheureusement le lot de toute forme de communication, qu'elle soit plus ou moins officielle. On va dire, j'ai vu beaucoup de personnes reprocher le montage et l'aspect partisan du documentaire. Alors, il y a quand même des intervenants qui sont... il y a Karine Lacombe qui est dedans, il y a des gens plus ou moins sceptiques, mais je dirais, il faut aussi comprendre que ce documentaire-là, d'après les propos des intervenants et du réalisateur, c'était d'offrir un contrepoint.
Donc c'est 2h45 d'information par rapport à 9 mois de narration, selon ce qui est présenté. Donc c'est de dire, ben oui, je vais aller dans ce sens-là, puis après, ça sera aux gens d'aller voir le contrepoint de ce qui est présenté. On va dire, il y a la thèse et l'antithèse, et puis il y a suffisamment de thèses ou d'antithèses qui a été développée pendant plusieurs mois dans les médias. De manière perso, pour avoir fait un documentaire avec 5 mois de montage, je sais très bien ce qu'on peut faire avec un montage, et j'ai réalisé un documentaire avec le plus d'esprit d'objectivité. Ceux qui l'ont vu, j'espère que... Enfin, c'est ce qui ressort le plus des critiques que j'ai eues sur le film, c'est de pas être dogmatique et de proposer de l'info et de la réflexion. Et à la fin, j'ai dit, il y a plus de questions que de réponses, c'était de susciter un intérêt. Mais j'aurais pu faire un documentaire complètement opposé, qui soit ou pour ou contre le thème que j'ai développé. Mais ça s'appelle le montage, mais je ne crois pas à l'objectivité. C'est pour ça que j'avais pris aussi le soin de travailler de manière très étroite avec un monteur qui n'était pas partisan du thème développé dans le film. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais un choix au montage, je me dis pourquoi tu dis ça ? C'est gratuit, justifie ça, et donc ça m'a poussé dans mes retranchements, j'étais très heureux. Donc, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est de m'associer à des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, parce que si on parle d'histoire, dire il n'y a pas de vérité, il n'y a que des histoires, mais nous fonctionnons aussi sur des rythmes de croyances, et donc j'essaye de prendre des personnes qui m'entourent avec des croyances différentes, voire opposées, pour qu'on mutualise et puis qu'on trouve une voie du milieu, c'est-à-dire quelque chose qui est à peu près sage. Si je parle de manipulation dans le montage, évidemment, puis d'utilisation des émotions, on peut revenir au tout début de cette crise, lorsque le président se filme devant une tente militaire à Mulhouse en répétant 7 fois « nous sommes en guerre ». Alors évidemment, il oriente un message, il n'est pas neutre, il n'est pas objectif. Utiliser le mot « guerre », de même façon qu'utiliser le terme « couvre-feu », eh bien, on est plus dans l'émotion que dans l'information. C'est-à-dire qu'on aurait pu choisir une communication avec le même fond, mais dans quelque chose de très rassurant, de le faire à l'Élysée, en disant nous savons gérer, nous avons des moyens logistiques, nous allons faire face, nous faisons de la coopération, avec beaucoup de calme et de paix, nous allons réussir à surmonter cette crise sanitaire. Mais d'utiliser la terminologie nous sommes en guerre devant une tente militaire, évidemment, ça envoie une autre émotion, alors que le message de fond pourrait être la même. Donc, ce qu'on reproche théoriquement au film Hold Up, on pourrait l'appliquer à tout un tas d'éventails, que ce soit dans les médias, et je répète, d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas blanc et noir. On va dire que c'est un procédé qui demande en effet à être décortiqué, de la même façon qu'on cherche le background des intervenants du film, et bien il faut chercher le background des personnes qui défendent la thèse ou l'antithèse opposée. Donc il faut faire attention à ne pas être trop naïf par rapport à ça. Par exemple, dans mes vidéos, on me reproche souvent d'être froid, des fois de même pas dire bonjour quand je suis pas face caméra, mais moi mon objet, c'est de transmettre des informations, c'est de faire une forme, de participer à une forme de réflexion et de transmission d'informations. Et donc je ne suis pas froid, je ne suis pas comme ça dans la vie, parce que là, ça n'a rien de naturel de parler à un objectif. Je n'ai personne en face de moi, ce n'est pas naturel. Donc j'essaye de m'effacer au profit de quelque chose qui est plus important que ma propre personne, parce que sinon je rentre dans le capital sympathie. Alors la sympathie fait passer un message, d'accord, mais les gens sont toujours surpris quand ils me rencontrent en conférence ou en stage, où je passe mon temps à dire et à faire des conneries, mais je dis oui, mais là... je peux être moi-même. Devant une caméra, je n'ai pas à être sympathique, parce que sinon, il se pourrait que mon propos soit biaisé par la sympathie que je pourrais attirer. Or, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'être un peu plus dans la profondeur, modestement. Si on parle de profondeur, on parle aussi de fact-checking. Alors, beaucoup de personnes fact-check. Libération, dès le lendemain, a fait 10 points qui montrent que Hold Up est un film qui repose sur des mensonges ou de la manipulation. Eh bien, le fact-checking, c'est super. Et encore une fois, il faut l'appliquer partout, ce qu'on exige. Moi, je trouve ça excellent. Eh bien, il faut appliquer cette méthode partout, tout le temps, à tous les chiffres qui sortent et qui sont présentés chaque jour. Et puis, se poser la question, qu'ont à gagner les protagonistes dans le film ? Cherchent-ils de la notoriété ou autre ? Ont-ils plus de coups à recevoir que de louanges à recevoir ? Voilà.
Donc moi je trouve ça très intéressant de vérifier les faits, mais attention à ce que les détracteurs qui cherchent à recouper les sources ou le background des intervenants le fassent vraiment pour toutes les personnes qui s'expriment dans les médias. Pour qu'on fasse attention à ne pas tomber dans ce que j'appelle un phénomène Raoult, c'est-à-dire de chercher simplement des victimes expiatoires, comme là, Raoult vient d'être accusé la semaine dernière par l'ordre des médecins au moment où le film était censuré. Et le but de le censurer, c'était de protéger le corps et l'esprit des citoyens. Raoult, on l'a accusé de violation de la fraternité entre médecins. Par contre, les médias, je trouve, n'ont pas assez mis en avant le fait que François Raffi, qui travaille au CHU de Nantes, est menacé de mort Didier Raoult. Ça a été l'objet d'une enquête à la suite d'une plainte de Didier Raoult pour menace de mort au téléphone répétée. Et il se trouve que François Raffi est responsable au CHU de Nantes et qu'il touche plus de 500 000 euros par an de la part de l'industrie pharmaceutique, et notamment un des laboratoires concurrents directs de l'hydroxychloroquine dans le cadre du virus actuel. Donc ça aurait demandé à être débattu, de dire tiens, pourquoi un responsable qui a 500 000 euros de pot de vin déguisé et qu'on n'appelle pas corruption, menace de mort un chercheur. Ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant aussi que l'étude du Lancet fasse la une de tous les magazines, de tous les JT, en disant elle a été manipulée. C'est quand même le Lancet, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux. À quelle fin a été manipulée cette étude, puisque le Lancet a même présenté ses excuses. Donc ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant que la twittosphère qui cherche à démonter le film Hold Up s'intéresse à la phrase de Agnès Buzyn qui a dit « J'ai décidé de supprimer la chloroquine car les Français risquent de prendre trop de médicaments ». Ça aurait été intéressant aussi qu'elle dise qu'on cherche à détailler pourquoi elle a dit que l'épidémie n'arriverait jamais en France et que de toute façon on avait un très grand stock de masques. Ça aurait été intéressant. Donc ça n'a pas vraiment fait la une longuement, il n'y a pas eu autant d'attaques entre guillemets. Pour autant, elle n'était pas simplement réalisatrice, elle était responsable de la santé de 67 millions de personnes et pas d'un film indépendant. On aurait également aimé que les médias se fassent l'écho de la vente des données de santé des Français à la firme Microsoft pour 200 000 euros, et on aurait aimé que, par exemple, Le Monde, on initie le fait qu'il y a 2 millions d'euros de financement de la part de la fondation Bill et Melinda Gates, donc un manque d'objectivité, que cette même fondation finance l'OMS, comme 80% de firmes privées. Donc ça demande à être débattu, de la même façon que les médias français sont détenus à 90% par des milliardaires qui ont touché 840 millions d'euros de subventions sur les derniers mois. Alors, c'est tout ça qui demande à être détaillé. Et donc l'exigence qu'on a auprès du réalisateur et du film Hold Up, il faut l'avoir aussi envers les dirigeants qui ont plus d'influence qu'un documentaire, et qu'il faut faire attention vraiment à ce qu'on ne donne pas plus d'importance à un documentaire de 2h45 qu'à un gouvernement ou qu'à des médias qui ont pignon sur rue, où il y a des scandales avérés, de la même façon que si on décortique les chiffres, on se dit d'où viennent les 400 000 morts promis si on ne recommune pas une deuxième fois, et voilà, qu'on s'attache à vraiment dissocier les choses. Donc je pense que l'esprit critique, je pense que la réflexion et le libre arbitre permettent d'accéder à de bonnes informations. Je vous invite à recouper vos infos, je vous invite à réfléchir longuement et vous faire votre propre opinion. Chacun de nous, si on est lucide, peut faire ce travail. Et donc, plutôt que d'être dans le camp des partisans, exercer sa propre réflexion.